Histoire de voir, Histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13h à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. Une nouvelle chronique ouvrière. En 1905, la grève des sabotiers de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, une des premières grandes grèves du travail du XXe siècle. 77 jours de grève. Depuis la loi du 25 mai 1864, la grève des travailleurs est tolérée et n'est plus considérée comme un délit. Mais c'est 20 ans plus tard que la loi Waldeck-Rousseau met fin à l'interdiction des groupements professionnels de patrons et d'ouvriers, héritage de la loi dite Le Chapelier, issue de la Révolution de 1791, qui interdit toute association entre personnes d'un même métier et toute coalition ouvrière. Après cette loi, les syndicats, constitués d'adhérents libres, ont la personnalité morale, peuvent se grouper en union, se doter d'institutions de secours mutuels et de retraite. On l'a d'ailleurs vu avec la grève des porcelainiers de Limoges, la fondation le 23 septembre 1885 de la CGT dans cette ville. Alors cette nouvelle chronique s'additionne à celle sur la grève de la moustache en 1905, celle des porcelainiers de Limoges en 1907. Petit rappel historique. 1895-1914. Dans la mémoire collective, ce sont les années de la Belle Époque, expression qui éveille l'idée d'une vie facile, sinon opulente, agréable, légère et harmonieuse. Et cependant, il s'agit d'une période où les conflits politiques et sociaux se multiplient et atteignent une intensité inconnue jusque-là, une période sur laquelle pèse de plus en plus la menace de la guerre. Ils sont de deux sortes. Les grèves qui opposent directement les producteurs entre eux, patrons et ouvriers, et les mouvements sociaux de protestation qui ont une ampleur plus large, car ils mobilisent des catégories sociales différentes. C'est le cas en 1907 dans le Midi languedocien contre l'effondrement du prix du vin. En 1910 et 1911 contre la vie chère. Ces conflits de nature et de portée différentes traduisent, chacun à leur manière, les tensions qui existent dans la société de la Belle Époque. Le nombre de grèves, de grévistes, de journées perdues est ascendant, de 1896 à 1906. À partir de cette date, il y a stabilisation, voire même légère régression du mouvement, bien que le nombre de grèves augmente jusqu'en 1910. De 1910 à 1913, par contre, les trois données sont en recul. Telle est donc l'allure générale d'un phénomène qui est loin d'être régulier. Les périodes de pointe et les reculs alternent. C'est en 1899, 1900, 1902, 1906, 1910 et 11 que les jours de grève sont les plus élevés. 1906 battent tous les records. 9 400 000 journées perdues, 438 500 grévistes, 1309 grèves d'une durée moyenne de 21 jours et demi. On doit toutes ces informations à l'historienne Rolande Trempé, 1916-2016, spécialiste des mineurs et des luttes sociales, ainsi que du rôle des femmes dans la résistance. Alors sabotier, c'est un métier très répandu. Nomades, les sabotiers sont jusqu'à la fin du 19e siècle ces hommes libres pour qui la forêt est une ressource où puiser leur matière première, mais aussi un lieu de vie. Perçus comme des marginaux, ils se sédentarisent progressivement pour devenir des artisans ruraux, indispensables dans les villages, tout le monde portant des sabots jusqu'à la Première Guerre mondiale. La durée d'une paire de sabots variait entre 4 et 8 semaines. Elle dépendait de plusieurs choses, de la façon de marcher et de l'habitude qu'on avait ou non de traîner les pieds, bien évidemment, mais aussi du climat de la saison. Les semelles s'usaient rapidement en période de sécheresse, mais l'humidité les détériorait encore plus vite. De l'état des chemins et des sols, la caillasse et la piraille râpaient le bois, des travaux auxquels on se livrait. Un paysan usait 6 paires de sabots dans l'année, souvent plus que moins. On éclatait un dessus en butant contre une pierre, on cassait un talon en frappant de la semelle.
Afin de faire durer les sabots et pour qu'ils ne se fendissent pas, on en renforçait les semelles avec des clous, des fers, des bandes de tôle ou du gros cuir découpé dans de vieux harnais. Au début du XXe siècle, Bourg-en-Bresse, préfecture d'un département rural, l'Ain, compte environ 20 000 habitants. Les foires sont considérables et le commerce local est très étendu grâce notamment à 6 lignes de chemin de fer. L'industrie importante comprend entre autres la fabrication de sabots et galoches. Une quinzaine de patrons emploient environ une centaine de personnes. Les ouvriers sont souvent classés en 2 catégories. Les pareurs, qui fabriquent la forme du sabot avec un outil long et tranchant, le paroir, et les fabricants, qui sont chargés du creusage et de la finition du sabot. La fabrication mécanique, d'abord à essence puis électrique, apparaît en 1904 dans les grandes entreprises. À Bourg-en-Bresse, en 1905, elle n'est pas encore là. Les ouvriers gagnent des salaires de misère, ils sont rémunérés à la semaine par des douzaines de paires fabriquées. En 1905, la grève des sabotiers. Chronologie, document inspiré d'un article du site Généanet. Le 30 janvier 1905, alors que la maison Rodet-Lacombe, qui compte 25 ouvriers, remet la paye, elle annonce une diminution salariale aux fabricants et aux pareurs. La maison Rodet-Maurice et la maison d'Allègre, quant à elles, annoncent une diminution qui ne s'applique qu'aux pareurs. De 1,65 franc par douzaine, le salaire est réduit à 1,60 franc. Il s'agit du franc germinal ou franc or. Dans certaines maisons plus généreuses, le salaire du pareur va jusqu'à 1,80 franc. Le syndicat des sabotiers, ouvriers des sabotiers, se réunit le soir même. La grève est décidée. Le 31 janvier 1905, environ 40 sabotiers ont cessé de travailler. Les camarades Michon et Perret, délégués nommés la veille, rencontrent les 3 patrons concernés par cet arrêt de travail. Une grève d'une ampleur exceptionnelle affecte à Bourg la corporation des sabotiers. Après une première baisse de 16% en janvier 1904, les patrons diminuent encore les salaires en janvier 1905. Les patrons ne veulent rien lâcher et l'on prévoit un conflit très dur. Ainsi, le 1er février 1905, aux revendications formulées la veille, les patrons ont opposé une fin de non-recevoir. Le 2 février 1905, un seul ouvrier travaille dans l'un des ateliers concernés par le mouvement. Puisés sur les ressources du syndicat et sur le produit d'une souscription en ville, des secours sont distribués aux grévistes nécessiteux. Monsieur le maire de Bourg-en-Bresse offre sa médiation. Certains ouvriers sont prêts à l'accepter. Interrogé par un journaliste, l'un des 3 patrons déclare : Mes collègues et moi-même avons été mis dans la nécessité de prendre une décision aussi préjudiciable à notre personnel, par la suite de la mévente du sabot, la saison dernière. La longue sécheresse de l'été 1904 a fait à l'industrie sabotière un tort considérable, et l'hiver en cours, malgré la rigueur, n'a encore pu épuiser les stocks emmagasinés. Avec, semble-t-il, des stocks importants, les patrons qui refusent de donner satisfaction aux ouvriers pensent supporter la grève actuelle sans trop de pertes. 3 février 1905. Un appel à la solidarité est lancé aux ouvriers sabotiers de l'Ain, et cette solidarité va rencontrer un écho national tout en stimulant de nombreux conflits dans le pays. Camarades, nous venons d'être poussés à la grève par une tentative de diminution de salaire que veulent nous imposer quelques patrons. Nous avons cru un instant que ces derniers reviendraient sur leur décision première. Les 2 délégués nommés par le syndicat pour présenter nos desiderata furent accueillis par un non-recevoir. Nous ne voulons réintégrer l'atelier qu'après avoir obtenu satisfaction et nous comptons sur vous, camarades, pour nous aider à assurer cette lourde tâche. Envoyez-nous votre bol, camarades, pour ne pas être à votre tour victime de la concurrence qui serait occasionnée par notre diminution de salaire. Nous avons près de 100 personnes à nourrir, et vu la saison, il faut que chacun fasse quelques sacrifices pour maintenir nos droits et mettre fin aux inqualifiables procédés de l'exploitation qui n'a réellement pas de limite. Nous croyons bon d'ajouter, camarades, que l'an dernier, nous avons subi une diminution de salaire de 80 centimes,
alors qu'ils ne dépassaient pas 16 à 18 francs la semaine. Nous ne voudrons point que le patronat se fît un jeu de nous diminuer tous les ans, et nous osons espérer, camarades, que vous comprendrez votre devoir, que vous cotiserez par atelier, pour montrer une fois de plus que la solidarité n'est pas un vain mot. Envoyez les fonds au camarade Michon, trésorier, 41 rue Charles Robin, Bourg-en-Bresse. La commission de grève. Le 4 février 1905, la grève se durcit. En plus des revendications salariales, s'ajoute l'assurance qu'aucun ouvrier ne sera congédié pour fait de grève. 11 février 1905. Un certain nombre de grévistes ont retrouvé du travail en exerçant un autre métier. Les camarades attendent en bon espoir. Les moins favorisés reçoivent des secours qui leur permettront peut-être de subsister jusqu'à la fin du conflit. 15 février 1905, les sabotiers en réunion ont désigné leurs délégués, Montmartin-Paul, Nallet-Alexandre, Michon-Joseph et Poncet-Claude. Le 17 février 1905, le comité de grève continue de recevoir des dons. 23 février 1905. C'est une guerre sans merci, où certains ne font que défendre leur droit à la vie. Le syndicat fait apposer des affiches dans la ville. La raison en est la suivante. Les grévistes ont été bafoués et traités d'ivrognes par un des 3 patrons lors de l'entrevue du 18 février. Celui-ci a également déclaré au juge de paix que ces ouvriers ne faisaient que des sabots de mauvaise qualité. Puisqu'il en est ainsi, le syndicat encourage donc les clients à ne pas acheter la production de ces maisons injustes. À la grève des sabotiers doit s'ajouter la grève des consommateurs. Le 5 mars 1905, on peut lire, suite à une chronique d'un chroniqueur local, les déclarations suivantes. À Bourg-en-Bresse, après une réunion à la Bourse du Travail où tous les travailleurs étaient conviés d'assister, la fédération invite tous les travailleurs à verser une obole de 25 centimes par semaine au profit des sabotiers. Toute la classe ouvrière de la ville doit être concernée. Après la clôture des débats, une manifestation pacifique se déroule dans les rues de Bourg. Bientôt précédée d'un drapeau rouge, la bande ascendant dans la rue au champ de l'Internationale, elle chemina vers le boulevard de Brou. Ici, il y eut une halte et, concert devant le domicile de M. Rodet, l'un des patrons sabotiers, on cria « À bas les patrons, à bas M. Rodet !» Ensuite, les manifestants se rendirent rue Charles Robin, où ils rééditèrent leurs cris et menaces à l'égard des messieurs Rodet et d'Allègre. Le gendre d'un des patrons offusqués par cette attitude déclare Qu'il faudrait bien une bombe pour anéantir tout cela. Ce à quoi le syndicat a répondu à ce monsieur qu'il recommencera leur manifestation et que les pâtissiers de Bourg-en-Bresse pouvaient lui fournir d'excellentes bombes. 14 mars 1905, la situation reste inchangée. Le conseil municipal vote une somme de 200 francs pour secourir les familles de grévistes nécessiteuses. 24 mars 1905, même si les journaux en parlent moins, la grève se poursuit malgré tout. Des pourparlers ont eu lieu. Le tarif dérisoire proposé par les patrons a été refusé par les grévistes. Voilà bientôt 2 mois que le mouvement dure. Tout cela pour une revendication salariale qui ne dépasse pas 50 centimes par semaine. Les ouvriers excédés maintiennent la lutte. Le 29 mars 1905, les patrons sabotiers ont l'intention de créer leur syndicat. Ils reconnaissent enfin qu'il y a une nécessité à s'entendre. Les propositions patronales sont négligeables. Les ouvriers sont ulcérés, le syndicat décide de continuer la lutte, incite les ouvriers à ne pas se diriger vers Bourg. Il rappelle aux patrons qui ont besoin de personnel et qui sont concernés par le mouvement qu'ils doivent s'adresser au secrétaire de la Bourse du Travail. Ne voyant aucun aboutissement venir, quelques grévistes commencent à se poser des questions pour échapper à un dénuement total. Faut-il poursuivre ou s'arrêter ? 3 adhérents sont exclus de l'organisation syndicale car ils n'ont pas respecté les décisions prises par l'Assemblée. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de reprendre le travail chez leur patron tout en touchant les secours. Histoire de voir,
Histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13h à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. 8 avril 1905. Les patrons menacent de débaucher les ouvriers s'ils ne réintègrent pas les ateliers. Ces menaces ne les effraient pas. Comme tout homme qui réclame ses droits, les sabotiers déterminés veulent réintégrer le travail le front haut. 12 avril 1905. Enfin, c'est la fin du conflit. Un accord est intervenu. Les salaires ne sont plus diminués. Les patrons ont donné satisfaction aux réclamations des ouvriers. C'est un immense soulagement pour tous. Quelques détails restent encore à régler. Dans les foyers durement touchés, l'espoir et les sourires reviennent. 17 avril 1905, les ouvriers reprennent le travail dans les maisons Rodet-Lacombe, Rodet-Maurice et d'Allègre après 77 jours de chômage. C'est un soulagement et une satisfaction, aussi bien pour le personnel que pour les patrons. Cette grève unique dans les annales du département a démontré que les uns ne peuvent pas se passer des autres. Cette grève a montré l'importance et l'utilité des syndicats, qui, à cette époque, ne sont pas politisés. Sans eux, ces pauvres sabotiers n'auraient eu qu'à s'incliner devant les prétentions de leurs patrons. Avant ce conflit, le syndicat comptait 20 membres. Après la grève, le nombre a plus que doublé avec 55 membres. Le bilan des pertes et profits de cette grève est sans doute exorbitant, aussi bien pour les ouvriers que pour les patrons, mais le principal, c'est que le cauchemar soit fini. Alors, petite suggestion cinématographique avec un film qui s'appelle L'Arbre aux sabots, qui est un film italien qui dure près de 3 heures et qu'il a été réalisé, ce film, en 1978 par un metteur en scène qui s'appelle Ermanno Olmi. Il a eu la Palme d'Or à Cannes. Un film qui est une chronique, presque même autobiographique du réalisateur, ce qui explique ce sens du détail si minutieux. L'histoire se déroule sur une année autour de 4 familles de métayers vivant dans une ferme lombarde en Italie à la fin du 19e siècle, et puis nous montre la précarité de leur situation. Une famille est chassée de la ferme parce que le père a abattu un arbre sur le terrain du propriétaire afin de tailler des sabots à son fils. Un récit méticuleux sur la condition paysanne, faite de misère, mélange d'un constat contre l'injustice d'une vie sans avenir et plein de résignation. Nous ne sommes pas dans le registre de la fresque de Bernardo Bertolucci, Novecento, 1900, qui film est sorti en 1974, ou celui des frères Taviani avec leur Padre Padrone, qui lui est sorti en 1974 aussi. Mais vous ne regrettez pas de le voir ou le revoir, et peut-être voir les trois si vous avez un peu de temps. Ce sont des films qui prennent une certaine durée. Alors un petit rappel. Toujours autour des sabotiers, c'est qu'il y a eu vous connaissez notre intérêt pour les révoltes populaires et nous avions fait l'année dernière le colloque sur les révoltes populaires en Aquitaine. Et en 1658, dans la France d'en bas, entre guillemets, d'en bas, des paysans se soulèvent contre un régime de plus en plus éloigné de ses préoccupations et qui multiplie les bévues fiscales. Les frondes se multiplient dans le pays. Et en Sologne, par exemple, il y a une révolte qui est appelée la révolte des sabotiers de Sologne, qui est conduite par un gentilhomme protestant et qui va réunir des milliers de paysans. Bien sûr, sera réprimée par Mazarin au nom du jeune Louis XIV. Alors peut-être qu'on en parlera dans une de nos chroniques. Nos dernières chroniques ouvrières, vous pouvez les réécouter dans l'émission Histoire de voir, Histoire au pluriel. Petit rappel, la grève de la moustache en 1905. Celle des porcelainiers de Limoges en 1907. Aujourd'hui, celle des sabotiers de Bourg-en-Bresse en 1905. Retrouvez nos chroniques sur notre site web assopourquoipas.org et sur celui de laclédesondes.fr ou en direct sur la Clé des Ondes 90.10 tous les mardis de 13h à 14h dans Histoire de voir, Histoire au pluriel. Merci beaucoup à toi, Martine Descoubes. Merci Bertrand Gilardot. Et bien surtout, merci à toi, Jean-Pierre Lefebvre, de nous avoir accueillis pour nous raconter cette belle histoire.
Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13h à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.